On aura une table ronde sur l'entrepreneuriat. On a beaucoup parlé de sujets très inspirants, de sujets politiques. On a parlé de de l'Africain de demain, les talents qui doivent faire l'Afrique de demain. Au nombre de ces talents, oui, vous voulez. On m'a dit que j'avais jusqu'à 18h30. C'est ça, hein? C'est un secret, mais tout le monde saura que le timing est très. Comme ça, on saura pourquoi je me presse. Donc, on a 50 minutes, on va aller un peu vite. On va parler aussi quelque part de ceux qui vont faire l'Afrique d'aujourd'hui et de demain, donc pas que l'Afrique de demain. On va parler d'entrepreneuriat, on va parler d'entrepreneuriat de la diaspora. Et on va en parler avec quelques éminentes personnalités qui sont avec nous. Et donc, la table ronde s'intitule « Capitaliser sur l'entrepreneuriat de la diaspora ». Donc, on va voir quelles sont les stratégies, quelles sont les perspectives. Elle va se dérouler en deux parties. On aura une première partie où on va revenir sur l'entrepreneuriat de la diaspora. Qu'est-ce que ça veut dire finalement et en quoi est-ce que c'est important pour les pays africains. Et ensuite, une seconde partie, on va parler un peu plus des dispositifs et des stratégies qui sont déployées par ces pays-là. Mais avant toute chose, moi, c'est Christian Jekinon. Je suis associé dans une agence qui s'appelle Fanaka & Co. Et qui travaille au-dessus de ces thématiques-là. On accompagne Expertise France du groupe AFD, notamment sur un projet qui s'appelle Meet Africa, dont on entendra un peu plus parler tout à l'heure. Et j'ai avec nous quelques personnalités qui vont se présenter. Je ne sais pas si on a suffisamment de micros. Oui. On va commencer par les dames, non? Bonjour à tous ou bonsoir à tous. Mon nom est Nadjati Swadiki. J'arrive tout juste de Moroni, capitale de l'Union des Comores, où je dirige une agence publique qui s'appelle l'Agence nationale pour la promotion des investissements et nous mettons en place des stratégies de mobilisation des diasporas entrepreneuriales. Et c'est ce dont je suis venue vous parler. Merci beaucoup, madame. La seconde dame. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Asma Chebi, coordinatrice de programme chez The Dot, qui est un hub d'innovation digitale en Tunisie. Merci, Asma. Et ensuite, les messieurs, c'est dans l'ordre que vous souhaitez. Bonjour à tous, je suis Thierry Ndiénien, je suis malgache, un diplomate malgache, en charge de la mobilisation de la diaspora et je suis en même temps le coordinateur national du projet TADI avec l'AFD. Bonjour à tous, je m'appelle Christian Caraballo, je suis consultant et je travaille dans le cadre du programme Meet Africa sur une composante qui est la composante accompagnement technique et financier des entrepreneurs de la diaspora qu'on accompagne et je vous expliquerai ça tout à l'heure. Merci Christian. Merci. Monsieur Ouattara. Bonjour, je suis professeur Ouattara Katenifo Adama. Je suis directeur de la mobilisation des compétences et des ressources de la diaspora à la Direction générale de la diaspora de la République de Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, je suis Jean-Jules Ndema. Je suis promoteur d'un projet de mise en place d'une assurance santé au bénéfice des membres de la diaspora qui souhaitent couvrir leur famille restée en Afrique. Ce projet est opérationnel depuis 1 an déjà au Cameroun et il est question de l'étendre à 3 autres pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Gabon, en partenariat avec le groupe AXA. Merci beaucoup. Donc avec vous, en moins d'1 heure, parce qu'on finit à 18h30, on va essayer de voir rapidement, on parle d'entrepreneuriat de la diaspora finalement, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui est fait par rapport à ça. Ma première question va être justement sur l'entrepreneuriat de la diaspora. En quoi est-ce que c'est important pour les pays africains? En quoi est-ce que c'est important de miser sur l'entrepreneuriat de la diaspora au-delà de ce qui se fait déjà localement dans les différents pays? On a avec nous des acteurs qui sont institutionnels. Donc on a Madame Soidiki. Peut-être que je peux commencer par vous. Là, vous avez parlé de l'entrepreneuriat de la diaspora comorienne. Donc, en quoi est-ce que l'entrepreneuriat de la diaspora comorienne est important pour votre pays, par exemple? Et ouais, allez-y. Je me permettrai pour commencer de dire qu'on vient d'avoir une très très belle transition qui nous a été faite juste avant avec cette question qui a été posée à la fin. Quand on est de la diaspora, qu'on a été formé, qu'on a développé des compétences, qu'on a de l'expertise dans des domaines donnés, comment on peut rendre à son pays d'origine. Et la question de l'entrepreneuriat des diasporas,
ça n'est autre chose que la réponse à cette question-là. Comment on peut rendre à nos pays d'origine, mais c'est aider en cédant. On a une tradition de diaspora, pour le cas des Comores, qui contribue beaucoup via les transferts d'argent, comme c'est le cas dans beaucoup de pays africains. On a une tradition de diaspora qui s'investit énormément dans les projets dits communautaires, dans la construction de routes, la construction d'écoles, la construction d'hôpitaux. Et on se rend compte que cette diaspora-là, finalement, se sacrifie traditionnellement énormément pour le pays d'origine. Mais la question, qu'est-ce qu'elle en tire elle-même? Une satisfaction d'être utile à l'autre, d'être utile au pays d'origine. Mais aujourd'hui, dans ces pays où les besoins sont immenses en matière de développement, pour le cas des Comores, on fait partie des pays les moins avancés, un besoin de développer l'économie à travers l'investissement direct étranger. Et nous avons un tiers de la population comorienne qui vit à l'extérieur des Comores. Donc comment s'adresser à cette population-là pour que cette population ait envie d'entreprendre dans le pays d'origine, apporte ses compétences au pays d'origine et puisse se réaliser elle-même à travers ces investissements, à travers cet entrepreneuriat dans le pays d'origine. Donc l'enjeu, il est là, il est double. Il est comment faire en sorte de sortir de projets sociaux qui sont essentiels, mais qui ne sont pas suffisants, des projets sociaux qui souvent ont des failles parce qu'ils ne sont pas pérennes, parce qu'ils n'ont pas de modèle économique, parce que c'est une action one-shot et qu'après, ces hôpitaux ne fonctionnent pas, ces routes finissent par se dégrader. Comment on fait pour aller vers des projets d'entrepreneuriat qui servent le pays et qui nous servent à nous-mêmes? Comment mieux orienter cette participation de la diaspora pour pouvoir à la fois contribuer au pays et contribuer à se réaliser soi-même par l'aide qu'on apporte, par l'apport qu'on donne en tant qu'entrepreneur dans le pays d'origine. L'enjeu, c'est celui-là. Merci beaucoup, Madame Soidiki. Donc, comment finalement transformer cette aide, ces transferts qui ont beaucoup, pour le moment, une utilité sociale vers de l'investissement productif et permettre aussi à ces entrepreneurs de se réaliser eux-mêmes. Je pense que c'est le cas aussi dans beaucoup de pays. Monsieur Ouattara. Merci beaucoup. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, l'entrepreneuriat, surtout des jeunes, joue un rôle important, dans ce sens que dans le programme national de développement 2021-2025, l'État de Côte d'Ivoire est appelé à mobiliser davantage les compétences, mais aussi les ressources de la diaspora pour jouer un rôle important. Cela permet à notre diaspora, à notre jeunesse, à une partie du peuple de Côte d'Ivoire qui se retrouve à l'extérieur, d'apporter sa contribution à la reconstruction du pays. Ensuite, l'entrepreneuriat joue un rôle important dans ce sens que, avec l'entrepreneuriat, il y a une multiplication, mais aussi une création d'emplois en utilisant ces compétences de la diaspora qui ont des compétences ici en Occident. Ces jeunes-là peuvent permettre, faciliter un transfert de compétences sur une période donnée. Donc, l'entrepreneuriat de la diaspora en Côte d'Ivoire va favoriser la promotion de l'auto-emploi, mais aussi va jouer un rôle important. Un rôle important, c'est vraiment raffermir les relations entre le monde extérieur et la Côte d'Ivoire, parce que ces enfants de la diaspora constituent pour nous un moyen de passer d'un monde extérieur à un monde local. Donc voilà rapidement les éléments essentiels qui mettent en évidence l'entrepreneuriat en tant que facteur essentiel. Ok, merci M. Ouattara. Donc on peut rajouter la question du transfert de compétences et des liens dont on va reparler d'ailleurs un peu plus tard, des liens entre les deux espaces. Monsieur Thierry. Une de mes surprises par le gouvernement malgache, c'est d'allouer une somme d'à peu près 200 millions derrière, c'est à peu près 45 millions d'euros. Donc pour un financement des jeunes, donc à un projet appelé FIARIN, littéralement dit investissement pour les jeunes. Et donc cette initiative est arrivée à bien nommer, vu l'importance de l'entrepreneuriat dans les systèmes de développement socio-économique et la difficulté des jeunes pour trouver un travail décent. Mais la question qui se pose, est-ce que cette somme est suffisante pour faire émerger l'entrepreneuriat au profit de la croissance? Mais pour les jeunes, ce ne sont pas ni les savoir-faire, ni les compétences qui manquent. Le blocage, c'est le financement. La banque finance rarement les entreprises en phase de création. Le taux est vraiment élevé.
et même les établissements capital risqueurs ne sont pas encore bien développés à Madagascar. Mais, comme notre collègue de Comores vient d'évoquer tout à l'heure, le financement de la diaspora mérite d'être exploré et exploité. Ce qui marche en Chine, ce qui marche au Liban, ce qui marche en Inde, pourquoi ça ne marche pas à Madagascar? Nous disposons de diaspora à un niveau élevé par rapport à d'autres communautés africaines. Nous disposons d'à peu près de 100 millions de diaspora qui s'éparpillent dans le monde, dont le 9/10 réside majoritairement en Europe et en France. Et un chiffre qui a été sorti par la Banque mondiale, que le montant de transfert s'élève à peu près de 400 millions d'euros par an. C'est à peu près 4% de notre produit intérieur brut. Mais la question, c'est que où va cet argent? Est-ce que cet argent participe au développement socio-économique du pays? Quelle partie a été consacrée pour la création de l'entreprise locale? Et donc, on revient aussi sur la question de l'investissement, finalement, de l'investissement productif des transferts de la diaspora. Merci beaucoup, monsieur Thierry. Tout à l'heure, j'ai entendu aussi le pont, je ne sais plus trop qui en a parlé, j'ai entendu la relation entre l'Europe et l'Afrique, ou en tout cas entre deux espaces. Donc, une question par rapport à ça. Comment est-ce que finalement vous pensez que la question de l'entrepreneuriat de la diaspora favorise ou défavorise, je ne sais pas, peut-être parce que la question semble orientée, en tout cas cette relation finalement entre le double espace? Monsieur Caraballo, par exemple. Déjà, merci. La question d'entrepreneuriat, déjà, c'est le fait d'entreprendre, c'est de vouloir créer de la valeur. Donc déjà, la première raison, en fait, et le premier pont, en fait, qui est créé entre les deux espaces, c'est la création de valeur. Avec, malgré tout, beaucoup de difficultés techniques. Et puis surtout aussi, souvent, une difficulté aussi à franchir le pas de la réinstallation. Qui est lié en fait, à pas mal de freins, qui peuvent être des freins, y compris culturels, d'adaptation ou de réadaptation à un territoire qu'on pense connaître et qu'on ne connaît pas si bien que ça. Et puis aussi des difficultés à trouver sur place les codes, à se réapproprier certains codes, notamment des codes économiques, des codes comportementaux, sur la relation, par exemple, aux administrations, au temps, aux outils financiers, qui, comme dans tous les pays, sont par nature méfiants vis-à-vis des entrepreneurs. Donc, la relation, en fait, elle est à la fois relativement simple parce que c'est une relation qui vise à créer de la valeur, mais à la fois aussi extrêmement complexe dans l'acte d'entreprendre. Et nos dispositifs, on en parlera tout à l'heure peut-être, sont très intéressants parce qu'ils sont des dispositifs d'appui, d'aide, souvent très techniques, relativement performants, mais qui s'adresse en fait à un public qui est très généraliste, mais qui a besoin finalement de beaucoup plus de moyens que ce qu'on peut leur en apporter pour s'installer ou se réinstaller, parce qu'en fait, il y a une dimension très importante qu'on prend très peu en compte, c'est celle du temps. C'est-à-dire que c'est très long, ne serait-ce que pour prendre cette décision de déclencher le retour, si je puis dire, dans son pays d'origine, dans le pays d'origine de ses parents, dans son pays de cœur, en fait. Voilà. Okay. Donc, relation complexe, en tout cas du point de vue de l'entrepreneur, construction difficile. Mais enfin, justement, quels sont les défis? Bon, on a un entrepreneur avec nous. Quels sont les défis qu'on rencontre? Vous avez étudié ici, vous êtes entrepreneur au Cameroun, c'est bien ça? Quels sont les défis qu'on rencontre quand on décide de s'installer ou de se réinstaller? C'est exactement ça. Merci de me passer la parole. À mon avis, le fait de se jeter déjà, quand on a vécu et qu'on a grandi ici, dans une entreprise entrepreneuriale en Afrique, c'est déjà un premier défi. Mais il y en a évidemment plusieurs autres que je vais essayer de résumer rapidement à la lumière de mon expérience personnelle. Premièrement, je citerai la capacité à s'adapter.
Bon, on sait tous que l'environnement des affaires n'est pas le même en Europe qu'en Afrique. Les fléaux qui existent partout dans le monde des affaires, tels que la corruption, l'abus de confiance, ça existe, mais le tout est ponctué en Afrique par le fait que le système judiciaire n'est pas suffisamment au point. Donc, il vous faut vraiment une sacrée capacité pour s'adapter très vite à cet environnement compliqué. En deuxième lieu, je citerai comme défi la capacité à chercher et à trouver des ressources. J'entends à la fois ressources financières et humaines. Bon, l'Afrique souffre d'un vieux cliché selon lequel les populations sont généralement moins bien formées que celles qu'on connaît ici. On a du mal, quand on se jette dans un projet, de trouver la main-d'œuvre dont on a vraiment besoin pour réussir son projet. Alors, vous avez eu du mal à trouver... Je peux vous dire que dans le cas du Cameroun, il faut qu'on sorte de ces clichés. Mon expérience m'a prouvé qu'en vraiment cherchant, en se concentrant, on peut trouver des ressources efficaces. Moi, depuis un an, que je suis en activité, j'ai débuté avec 6 personnes qui me donnent une entière satisfaction et nous sommes aujourd'hui à 10. Donc c'est un vrai cliché. Tout à fait, c'est un vrai cliché, mais qui paraissait comme un défi au début. Ouais. Ensuite, je citerai, une véritable confiance en soi. Parce qu'il faut vraiment être courageux quand on apprend, et on lit partout, que 90% des entreprises qui naissent se cassent la gueule, entre guillemets, au bout d'une année. Il faut vraiment être courageux et être sûr de soi et être clair dans ses objectifs pour accepter de se lancer, ce qui a été mon cas. Bon, en dernier lieu, je parlais vraiment d'un défi qui me tient particulièrement à cœur. M. Claude Diziard, qui était là tout à l'heure, en a parlé, c'est l'humain. Avoir le courage, à mon avis, de préférer les gens à l'argent, comme on dit souvent. L'objectif de mon projet, qui est la mise en place d'une mutuelle, d'une assurance santé, c'est d'arriver à contribuer à l'amélioration des conditions de santé des Camerounais et des Africains à terme. Quelle ambition! Comme m'a dit le président d'AXA France quand je lui présentais ce projet. Mais c'est effectivement une ambition que j'ai. Vous savez, les gens qui connaissent l'Afrique savent bien que l'incongruité du système de santé est telle que les gens n'ont pas d'argent, mais il faut avancer les soins pour se soigner. On ne connaît pas les systèmes de sécurité sociale comme on peut connaître dans les sociétés occidentales. Alors, l'idée pour nous, c'est qu'avec cette mutuelle-là, appuyée par le groupe AXA, qu'on ait accès à tous les soins à moindre coût. Donc, c'est ça, vraiment, l'objectif. Et il fallait vraiment avoir ce courage qui m'a animé. Et je peux vous garantir qu'au courant de cette année, j'ai investi une grande partie, une très grande somme pour faire d'une communication, l'objectif étant d'intéresser les Africains. On n'a pas dans nos pays cette culture de l'assurance, mais de les inciter à émettre de l'argent, se couvrir pour améliorer leurs conditions générales de santé. Aujourd'hui, les résultats sont là. On a fait les calculs. 25%, je dis bien 25% des membres de la diaspora qui nous contactent pour assurer les membres de la famille le font parce qu'à la demande des Camerounais qui ont écouté notre communication, nos publicités et qui en ont fait part à leurs parents. Donc, ça nous a beaucoup encouragés. Okay. Je ne veux pas dire qu'on ne souhaite pas gagner de l'argent. L'idée, c'est que l'argent qui en découlera sera vraiment la conséquence du risque qu'on a pris de mettre l'humain en avant. Donc, privilégier l'humain à l'argent. Dans cette relation-là, j'imagine qu'à un moment donné, vous avez été accompagné, parce qu'il y a des structures d'accompagnement qui interviennent quand vous décidez de vous lancer. Je vais donner la parole à Asma qui travaille pour une structure d'accompagnement. De votre point de vue de structure d'accompagnement des porteurs de projets, des entrepreneurs, quand vous visez particulièrement cette cible de la diaspora, finalement, quels sont leurs besoins et comment est-ce que vous arrivez à répondre à ces besoins-là, notamment dans le cadre de la structure dans laquelle vous travaillez? Donc, on vient de lancer un nouveau programme en Tunisie. C'est un programme appelé Dot Landing,
The Dot, déjà, je vais vous expliquer un peu c'est quoi The Dot. C'est un hub d'innovation digitale en Tunisie. C'est le premier hub d'innovation. C'est un PPP, un partenariat public-privé. Donc, on est soutenu par le ministère des Technologies et de la Communication tunisien. On est cofinancé et The Dot, elle est cofondée par l'Union européenne à travers Expertise France, la Fondation Tunisie pour le développement et la GIZ. Et donc, on se situe comme un facilitateur de l'écosystème, comme un catalyseur. Et on est là, en fait, pour réunir tous les acteurs clés de l'écosystème, pour co-travailler ensemble, co-construire. En fait, c'est une petite station F à la tunisienne, c'est ça, The Dot. Donc, notre nouveau programme qui est Dot Landing, c'est un programme cofinancé par MIT Africa, région Île-de-France, et en partenariat avec la TUJ France et FIPA. Et en fait, l'objectif du programme, c'est de contribuer au développement économique, à la création d'emplois en Tunisie, par le soutien et l'accompagnement de la diaspora tunisienne dans la création de projets créateurs de valeur en Tunisie. Donc, l'idée, en fait, c'est de booster, d'inciter, et d'inspirer cette diaspora de la pousser aussi à créer, à lancer des projets créateurs de valeur et de faciliter leur embarquement en Tunisie. Donc ce programme, il est constitué essentiellement de 3 composantes. La première, c'est une composante informative dont l'objectif, c'est d'informer cette diaspora, d'accroître sa sensibilisation, sa compréhension de l'écosystème entrepreneurial tunisien. Et ce, en fait, à travers le biais de l'organisation de plusieurs sessions d'information, de l'élaboration d'un catalogue de prestataires vérifiés dont l'objectif c'est de permettre à cette diaspora de se connecter aux ressources clés. C'est des prestataires qui représentent en fait les recommandations des différents acteurs clés de l'écosystème tunisien. Aussi l'élaboration d'un FAQ, c'est un document là où il y aura toutes les réponses à toutes les questions posées par la diaspora et qui concernent par exemple les procédures administratives, les dispositifs d'accompagnement et de soutien qui existent en Tunisie. Deuxième composante qui est la composante assistance et soutien. Et donc là, l'idée, c'est de combler le fossé entre les entrepreneurs de la diaspora tunisienne et l'écosystème. Et donc, on a conçu des packages d'heures d'expertise qui sont sur mesure, qui sont personnalisés et adaptés aux besoins spécifiques de chaque entrepreneur. Que ce soit une assistance juridique, comptable, marketing, liée au change, tout type d'assistance et de soutien. Et troisièmement, c'est une composante accueil. Et donc, l'objectif, c'est en fait d'accueillir cette diaspora. Donc, on a The Dot, qui est l'hub. Et là, on va héberger ces Tunisiens, ces entrepreneurs tunisiens à The Dot pendant 4 mois. Ils ont accès à tous les services ouverts à The Dot, à tous les programmes. Il y aura aussi quelques événements de networking qui vont rassembler ces entrepreneurs-là avec les différents acteurs de l'écosystème et aussi des webinaires en synergie avec des programmes régionaux, des initiatives régionales qui tournent autour de la diaspora entrepreneur. Et ce qui nous a motivés, en fait, ce qui nous a poussé à lancer ce projet, c'est la diaspora tunisienne, c'est le capital humain, c'est ce que représente cette diaspora, ce qui est un vivier de compétences, d'expertise, de contacts, de connexions. Et donc, on a voulu mobiliser cette diaspora pour créer des projets, pour participer au développement économique et social du pays. Ok, super. Enfin, si je résume, c'est vous leur donnez de l'information dans un premier temps pour leur permettre de savoir comment ça se passe, c'est quoi les procédures administratives, etc., etc. Ensuite, vous leur donnez de l'assistance technique pour les accompagner dans ces procédures-là. Et enfin, vous leur proposez de l'espace physique d'accueil quand ils viennent pendant une certaine période. Moi, je trouve ça super, hein, ça donne envie d'aller s'installer en Tunisie. Donc ça, c'est typiquement un dispositif qui est mis en place justement en Tunisie. On a avec nous les Comores, la Côte d'Ivoire et Madagascar. J'ai envie de vous demander quels sont les dispositifs ou les stratégies qui sont mis en place dans vos pays respectifs justement pour accompagner les entrepreneurs de la diaspora. On va peut-être commencer par madame. Je vais d'abord rebondir sur ce qui a été dit par mon voisin de gauche du Cameroun, qui a dressé la liste d'un certain nombre de difficultés qui existent quand on veut entreprendre au Cameroun. Et moi, ce qui m'a interpellée, c'est que ces difficultés dont il parle là ne sont pas des difficultés qui sont rencontrées uniquement par les diasporas. Ce sont des difficultés qui sont rencontrées par tout entrepreneur.
les locaux et même d'autres entreprises étrangères, qu'elles viennent de France, des États-Unis, du Moyen-Orient, de Chine ou que sais-je. Donc ce ne sont pas des problèmes spécifiques rencontrés par les diasporas. Et il y a une deuxième chose qu'il a dite qui est très intéressante, c'est qu'il dit il y a toutes ces difficultés-là, tous ces obstacles, mais en tant que Camerounais, je mets l'humain avant l'argent. Et avec ces deux idées, je pense qu'il résume bien finalement tout l'intérêt d'avoir des stratégies de mobilisation des diasporas entrepreneuriales. C'est savoir qu'il existe un certain nombre d'obstacles pour entreprendre dans nos pays, mais se dire que la diaspora a ce lien affectif avec le pays d'origine qui fera que si on arrive à le convaincre de revenir, il viendra plus facilement que quelqu'un qui vient d'ailleurs. Donc, je vais répondre à votre question, mais les dispositifs, les premiers dispositifs dont il faut parler, c'est les dispositifs qui finalement s'adressent à tous et pas uniquement à la diaspora. Mais ces diasporas doivent les connaître. Et quand on parle de relations entre les deux rives, souvent, il y a de la part de la diaspora des idées reçues sur le pays d'origine. Il y a du côté du pays d'origine également des idées reçues ou des fantasmes sur la diaspora. Et c'est deux mondes qui se rencontrent très peu ou qui se connaissent mal. Donc la première chose à faire, c'est d'aller s'adresser à cette diaspora, de la connaître et d'aller la rencontrer. Ne serait-ce que pour lui faire connaître les dispositifs qui existent. Dans tous nos pays, je pense que si on commence à faire la liste des dispositifs d'accompagnement, vous verrez qu'on a tous développé des panoplies de dispositifs d'accompagnement qui sont dédiés aux entrepreneurs, aux investisseurs, d'où qu'ils viennent. Je vous ferai l'économie de les détailler, mais en tout cas, ils existent et ils s'adressent à tous. Et la première étape, c'est ça. C'est d'aller les rencontrer, d'aller les cibler, d'aller leur parler par des outils, des stratégies de communication en ligne, d'organiser des événements, comme aujourd'hui par exemple, mais de faire en sorte d'aller leur parler. Et ils sauront qu'il existe des dispositifs d'accompagnement. Ensuite, dans un second temps, il est bon d'avoir des dispositifs spécifiques qui s'adressent à notre diaspora parce qu'on l'a profilée, parce que justement on la connaît et parce qu'on sait ce dont la diaspora spécifiquement a besoin pour pouvoir prendre la décision d'entreprendre dans le pays d'origine. Et c'est là que les dispositifs d'accompagnement sur le double espace qui sont développés par exemple par des programmes comme Meet Africa ou comme le projet Diaspora qu'on est en train de développer sur les Comores ont toute leur importance parce que l'accompagnement commence dès le pays d'accueil, je ne sais pas ce que ça veut dire, dès le pays où la diaspora vit, et ensuite se poursuit dans le pays d'origine lorsque la décision a été prise. Mais en résumé, il faut créer le lien pour faire connaître les dispositifs existants et aller chercher chez la diaspora finalement cette envie qui existe chez beaucoup d'entre nos concitoyens d'œuvrer pour le pays d'origine et d'investir et d'entreprendre pour le pays d'origine. Merci beaucoup, Madame Soïdiki. J'ai envie de rebondir sur ce point-là parce que je pense qu'on ne l'exprime pas suffisamment. Enfin, c'est-à-dire qu'au-delà des considérations purement économiques, la particularité de la diaspora, c'est finalement d'avoir en plus cet attachement qui fait qu'on est prêt à aller au-delà de cette difficulté-là, pendant que potentiellement d'autres investisseurs peuvent être un peu plus réservés en fait, à se lancer sur ces pays. Donc, d'où l'intérêt de travailler encore plus sur la cible diaspora. En tout cas, merci pour ce point. Oui, M. Ouattara, j'ai voulu causer. Oui, merci beaucoup. Au niveau de la Côte d'Ivoire, depuis le 26 mai 2011, le président de la République de Côte d'Ivoire a lancé un appel à la diaspora afin que celle-ci vienne participer à la reconstruction du pays. Et donc, il y a la mise en place de directions générales dédiées à la diaspora et une direction centrale qui est dédiée à la mobilisation des compétences, mais des ressources de la diaspora. C'est dans ce cadre que des dispositifs sont mis en place. En Côte d'Ivoire, nous avons travaillé depuis quelques années et nous sommes en train de finaliser la mise en place de ce qu'on appelait les MACE, le mécanisme d'appui à la création des entreprises par la diaspora. Parce que l'une des difficultés, c'est que la diaspora est une entité spécifique qui, de par sa double appartenance à deux mondes totalement différents, il faut que la diaspora ait une attention particulière. Dans le PND 2021-2025, il est écrit qu'il faut mobiliser davantage dans le pilier. C'est un pilier central de notre PND,
Alors, il y a un dispositif qui est mis en place pour favoriser le PND, le Plan national de développement de la Côte d'Ivoire 2021-2025, le pilier 6, qui demande, qui stipule à son effet 4 qu'il faut mobiliser davantage. Aujourd'hui, en 2019, la diaspora participe à hauteur de 1,2% au PIB. L'objectif, c'est de faire passer ces 1,2% à 2% du PIB. Pour cela, nous mettons en place un dispositif pour encadrer et surtout appuyer les investissements de la diaspora sur le territoire local. Nous pensons que la difficulté, c'est surtout l'écosystème national qui n'est pas favorable, qui ne favorise pas le retour. Nous pensons que l'option que nous choisissons, c'est de mettre en place en Côte d'Ivoire un dispositif qui puisse attirer, qui puisse permettre à notre diaspora de les rassurer lorsqu'il y a la volonté de stade. Il y a aussi la mise en place d'un fonds dédié aux jeunes, un fonds spécial qui est logé à l'agence emploi jeunes. Depuis 2020, il y a un fonds qui a été lancé à hauteur de 1,632 milliard pour les jeunes de la diaspora. C'est vrai qu'il y a des difficultés faites de montage de projets, mais il y a cette volonté en Côte d'Ivoire de permettre surtout à notre diaspora de participer au développement de la Côte d'Ivoire. C'est dans ce sens que nous appuyons, nous travaillons en tant qu'institution dans le projet Meet Africa, où il y a 25 projets de Meet Africa, 25 projets jeunes, la Côte d'Ivoire, qui sont lauréats. Et ces 25 projets-là ont vocation à permettre le développement local. Il y a le jeune lauréat Aboubakar qui va développer un projet de recyclage des déchets à Agboville, dans les zones décentralisées. Donc, pour nous, la participation de la diaspora dans notre stratégie, c'est d'amener la participation de la diaspora à participer au développement local. Et donc ça, c'est un élément essentiel. Mais il y a aussi un autre projet qu'on appelle les Diaspora Bonds, avec le ministère de l'économie et des finances, lancer ces Diaspora Bonds-là pour permettre à ce que les transferts de fonds ne soient pas seulement destinés à des affaires domestiques. Il va falloir que ces transferts de fonds-là puissent participer au développement des entreprises. Et donc, il y a les diaspora bonds qui vont être lancés incessamment. Et il y a la caisse de dépôt et de consignation qui a lancé à Paris la semaine passée ce qu'on appelle épargne diaspora. Permettre à notre diaspora étant ici d'épargner et d'avoir des projets de logement en Côte d'Ivoire. Donc, il y a un ensemble de dispositifs qui s'est mis en place et qui va durant cette année 2023, qui a été décrétée année de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Donc, nous allons travailler pour que la jeunesse de notre diaspora puisse participer au développement de la Côte d'Ivoire. Merci, monsieur Ouattara. Monsieur Thierry, justement sur ce sujet-là, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui au niveau de Madagascar? Ok, un des défis du gouvernement, c'est de réorienter davantage les transferts vers l'entrepreneuriat. Donc, à travers les 3 acteurs clés, l'État, pour la réorientation de la diplomatie au service du développement, par la dynamisation et la mobilisation de la diaspora. Donc, nous avons organisé le Forum de la diaspora en 2016 et nous aurons une autre à fin juillet prochain. L'acteur numéro 2, c'est le secteur privé, qui a pour la dynamisation du système entrepreneurial et surtout la diaspora elle-même, qui doit rendre compte que les actions individuelles ou communautaires n'apportent pas nécessairement les effets escomptés pour le développement du pays. Je ne vais plus rappeler les avantages de la création d'emplois, tout ce qui est source de revenus, le transfert de compétences et autres. Mais le gouvernement malgache, à travers la direction de la diaspora, a initié le projet TAD, le projet Migration et Développement, d'un montant de 7 millions d'euros avec l'AFD, qui s'étalera sur 4 ans. Et un des résultats escomptés est la mise en place d'un dispositif d'expertise de la diaspora qui ciblera
les compétences des diasporas hautement qualifiées, dotées d'expertise sectorielle et de compétences confirmées, qui favorisera l'investissement productif. Merci. Merci beaucoup. On a beaucoup entendu parler de l'AFD, de Meet Africa. Je pense que M. Ouattara aussi en a parlé. Peut-être M. Caraballo, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur justement ce dispositif dont on a déjà beaucoup entendu parler, dont est lauréat M. Jules? Oui, donc Meet Africa est un dispositif d'appui aux entrepreneurs de la diaspora de 6 pays qui vivent en Europe et principalement en France, donc pour les aider à s'installer, en fait, à créer, en fait, c'est même pas nécessairement forcément à s'installer, c'est à créer en fait des projets qui, bien évidemment, ont vocation à avoir la création d'entreprises. Donc au Maroc, en Tunisie, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun et jusqu'à récemment au Mali. Mais créer aussi des projets qui auraient un impact, même s'ils sont créés en Europe, sur le double espace. Alors, comment on les accompagne en fait? Il y a 3 niveaux. Il y a un premier niveau qui est un niveau technique, donc, puisque les entrepreneurs ont besoin de formation, de mentoring, d'accompagnement. Donc ça, c'est le premier niveau d'accompagnement sur un accompagnement qui a duré 12 mois, voire 18 mois pour certains cas, sur les 2 espaces. On a accompagné 140 à peu près entrepreneurs, puisqu'on a à peu près aujourd'hui 25 lauréats par pays. Donc ça, c'est le premier niveau d'accompagnement. Donc il y a cette difficulté technique de déterminer comment on fait pour accompagner ces entrepreneurs depuis l'Europe et principalement la France vers les 6 pays que j'ai évoqués, qui n'est pas du tout évident parce que les écosystèmes sont différents, parce que les niveaux aussi de développement sont différents. Donc voilà. Donc premier défi qu'on a eu à relever, ça a été celui-là. Deuxième élément et outil d'accompagnement, c'est l'accompagnement financier, avec un accompagnement financier d'amorçage pour aider les entrepreneurs en fait, à financer des premiers frais, notamment des frais de prospection, des frais d'investissement, qui va être complété par un deuxième fonds d'accélération. Et troisième élément très important aussi, c'est qui touche à la durabilité du programme Meet Africa, à sa pérennité dans le temps, c'est comment en fait on s'appuie sur les acteurs dont une partie est à côté de moi, notamment les acteurs institutionnels. Comment on fait en sorte de lancer une dynamique de coopération en fait entre, alors soit de la lancer, soit de la développer, soit de faire en sorte qu'elle se renforce, pour que à l'issue du programme, parce que le gros défaut des programmes, alors j'ose pas dire de coopération, mais j'ai que ce mot qui me vient à la bouche, c'est qu'un jour il s'arrête. Et c'est très important en fait de penser en fait la suite. Et en l'occurrence, on est en train de finaliser la mise en place d'un programme d'assistance technique pour accompagner nos partenaires au niveau local, pour qu'ils puissent, par exemple, pour être très concret, mettre en place un guichet unique d'accueil des entrepreneurs de la diaspora pour leur ouvrir des portes, fluidifier les parcours, favoriser l'accès aussi aux administrations, aux opérateurs bancaires, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est les 3 niveaux, pour faire court, d'accompagnement du programme pour les 140 entrepreneurs qu'on accompagne. On peut préciser par exemple que The Dot LinkedIn fait partie de cette assistance technique-là, par exemple. Oui, on peut. 1 minute. Non, oui, en 2 secondes. Je vais juste apporter une petite précision par rapport à Meet Africa, parce que bon, moi, je le vis au quotidien. Oui, en tant que lauréat. Moi, ce que j'en ai compris, c'est vraiment une sorte, comment le décrire, un écosystème entrepreneurial entre la diaspora et, comment dire, des organes d'appui conseil africains et européens, pour contribuer vraiment à inciter des membres de la diaspora qui le souhaitent, qui ont cette envie, à investir dans leur pays. Donc, comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire que les lauréats sélectionnés par Meet Africa bénéficient, dans le déploiement de leur activité, de 3 types d'accompagnement. Je résume en 3 types d'accompagnement. De l'information,
qui peut leur permettre, quand ils sont sur place, de rencontrer des opérateurs locaux qui peuvent les guider sur les écueils, les difficultés dont j'ai fait état au début, et d'étendre leur réseau. Ils bénéficient, pendant le déroulement du programme, d'un accompagnement. Un coach, par exemple, est affecté à chacun. Moi, j'en ai eu un qui est devenu aujourd'hui un ami, tellement il m'a aidé. Et un troisième volet, dont M. Caraballo a parlé, du financement qui peut arriver. Il y a eu une dotation d'amorçage dont beaucoup de lauréats ont bénéficié, qui ont été très utiles. Et il y aura certainement, enfin on en parle, une autre dotation d'accélération dont les modalités vont être définies incessamment. Merci Jean-Jules. Moi, je voulais rapidement rebondir sur ce que vient de dire Christian. C'est vraiment rassurer Christian pour dire que les États qui ont participé à ce projet BIT Africa ont pris conscience que ce projet avait pour objectif de faire prendre conscience à tout le monde que la réalité de la diaspora est devenue une réalité essentielle pour nos États. Par exemple, en Côte d'Ivoire, nous avons décidé de lancer un concours du meilleur projet de la diaspora pour pérenniser ce projet BIT Africa. Donc, à partir du mois d'octobre 2023, on va lancer un projet de meilleur projet de la diaspora. Et ensuite, nous pensons qu'il faut signer des conventions avec des banques, avec la Chambre d'industrie de commerce, la Confédération générale, pour que l'État, en tant qu'institution, prenne le relais et puisse prendre à main la réalité de la diaspora. Au dernier symposium de l'Union africaine, aujourd'hui, il est question de faire de la diaspora le 6e continent. Donc, aujourd'hui, tous les États sont sensibilisés à la chose de la diaspora. Donc, la Côte d'Ivoire vraiment se met à la tâche pour qu'on prenne en main le système. Merci beaucoup, M. Ouattara. Il nous reste 9 minutes, c'est ça, hein? C'est bien ça? On a encore quelques personnes dans la salle. Je ne sais pas si il y a de possibles questions, des interventions. Non? Donc, je vais vous laisser le mot de la fin. Je ne sais pas par qui. On va commencer peut-être par Madame Soidiki. Excusez-moi. Votre mot de fin. Le mot de la fin, c'est tout simplement je pense, saluer ces initiatives nouvelles qui sont prises par les différents États africains, de faire de la question de l'entrepreneuriat de la diaspora une question prioritaire. C'est salutaire. Cela a été dit, ça a été énormément fait à travers la mise en place de projets, donc de coopération. On a eu le co-développement. Aujourd'hui, on a des projets qui ont des visages différents, qui visiblement sont plus adaptés à s'adresser à des profils entrepreneuriaux dans les pays dans lesquels ces entreprises vivent et qui donc ont plus de chances de réussir dans les pays africains. Et cette prise de conscience, elle est encourageante parce qu'aujourd'hui, je pense qu'au-delà de ces projets-là, les institutions dans les pays africains et les diasporas, je pense, sont en train de créer quelque chose, un lien nouveau entre les deux rives et qu'il faut qu'on puisse continuer dans cette direction-là pour pérenniser toutes ces différentes initiatives et que la diaspora devienne le premier entrepreneur, le premier investisseur direct étranger. Je le disais quand on échangeait un peu en off, ce qui peut choquer, parce que la diaspora, ce ne sont pas des étrangers, mais c'est de l'investissement étranger, puisque c'est de l'investissement qui vient d'un pays tiers. Aujourd'hui, l'investissement direct étranger doit être la première source du développement dans les pays africains. Et il faudrait que cet investissement direct étranger soit essentiellement constitué de l'investissement de la diaspora. Et c'est quelque chose que l'on peut faire. Et il faut qu'on travaille dans ce sens-là. Et je pense que c'est bien parti et qu'il faut que ça devienne une stratégie pour l'Afrique. Super. Que la diaspora devienne les premiers investisseurs directs étrangers des différents pays. 30 secondes. 30 secondes. Oh oui, moi je peux que dire qu'en tant que lauréat qui bénéficie en ce moment d'un dispositif mis en place, souhaiter que tous les États, toutes les organisations qui travaillent et qui souhaitent voir la diaspora se jeter, se lancer dans les affaires, multiplient ce genre de dispositifs. Des efforts sont faits, on en a parlé en Comores, dans tous les pays, on a compris que la diaspora, c'est un moteur du développement de chaque nation. Toutes les nations qui sont développées, on peut voir des exemples partout dans le monde, ont eu recours à leur diaspora. Et l'avantage qu'on a en Afrique, c'est que la diaspora africaine est très jeune, très dynamique et très volontaire. Donc, tout ce qui concourt à l'encourager à se jeter dans le business
n'est qu'une bonne chose Super. pour voir le développement des affaires dans ce continent qui en a tant besoin. Merci beaucoup, M. Ouattara. Merci beaucoup. Moi, je pense que c'est un appel que nous lançons à la diaspora africaine. L'État de Côte d'Ivoire, de par son développement, de par sa croissance, offre des opportunités. Et nous demandons à notre diaspora de venir prendre ces opportunités que la Côte d'Ivoire offre. Beaucoup de pays viennent prendre leur part. Nous demandons à notre diaspora de s'organiser. Les expertises et les compétences ne sont plus à remettre en cause. Votre pays vous offre des opportunités, votre continent vous offre des opportunités. Il faut vous engager à venir apporter votre contribution au développement de l'Afrique. Voilà le message que je voulais lancer à notre diaspora. En attendant de prendre les 3 derniers points, je crois qu'il y a une main. Je ne sais pas si on peut donner un micro au monsieur. Pardon? Parole à monsieur. Peut-être que monsieur a une question et qu'on va apporter une réponse. On va peut-être prendre les questions juste à la fin. On fait la conclusion et on prendra peut-être juste une question avant de clôturer. Ok, je croyais que c'était moi qui dirigeais. Quand il reste 5 minutes et que le temps est qu'on est à la... Je vais donner la parole à monsieur, parce que je dirige. Monsieur, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Mais par contre, on finit dans 5 minutes, donc à vous de voir. On va s'entendre. Monsieur, je prends un pari. Il faut de l'énergie, sinon, pour construire. Non, en fait, par rapport à toutes les conférences et tables rondes qui ont eu très intéressantes autour de la journée, je faisais un constat, c'est que là, on n'est pas beaucoup. Et donc, ça me faisait la question, est-ce que vous avez pu analyser quels étaient les freins qu'il pouvait y avoir vis-à-vis des diasporas pour investir justement dans les entreprises et développer justement donc des emplois et des idées localement, quoi. Ok. Quels sont les freins? Je pense que justement, on aura la réponse dans les interventions. Oui, peut-être M. Caraballo. La réponse à la question? Oui, et votre mot de fin pour qu'on reste dans les 5 minutes. Sur les raisons pour lesquelles, en fait, on a... Quelles pourraient être les raisons? Quels sont les freins potentiels aujourd'hui? Ou M. Ouattara, allez-y. Enfin, ouais, bon, ok, moi, je voulais rapidement, avant toi, je voulais rapidement rassurer que dans nos États, on organise chaque 2 ans... En 30 secondes, M. Ouattara. Les forums de la diaspora. En Côte d'Ivoire, nous sommes maintenant au 4e forum de la diaspora où on rencontre la diaspora et il y a un diagnostic. Le vrai problème, c'est notre écosystème national qui a des difficultés pour accueillir. Okay. Donc, il y a un travail. Donc, les conditions ne sont pas réunies dans les écosystèmes. Oui, M. Caraballo. Oui, ça tombe bien parce qu'en fait, ce que je proposais en fait en guise de conclusion, c'est qu'on tire aussi les leçons et qu'on apprenne en fait de ce qu'on fait depuis 2 ans, en tout cas pour ce qui me concerne, sur ce sujet. Et en l'occurrence, de bien préciser que le fait d'accompagner les entrepreneurs de la diaspora, c'est pas un produit de grande consommation en fait. C'est-à-dire que j'étais encore ce matin dans le train en venant ici avec une entrepreneur qu'on accompagnait qui a décidé d'abandonner son installation dans le pays où elle veut s'installer. D'accord ? Et en l'occurrence, cette question de l'échec, de la reproduction en fait, des tentatives d'installation, c'est quelque chose qui aussi doit rentrer dans l'esprit de ceux qui veulent investir parce que souvent, les marchés ne sont pas prêts en fait, à les accueillir. Les projets ne sont pas forcément non plus complètement mûrs. Et puis surtout, comme je le disais tout à l'heure, il y a besoin de beaucoup de temps et de moyens. Donc, on a une réflexion à avoir aussi sur peut-être les entrepreneurs qu'on veut accompagner parce que, y compris, entreprendre n'est pas fait pour tout le monde. La création d'entreprise, ce n'est pas un produit de grande consommation. Même si on veut en faire depuis des dizaines d'années partout en France comme ailleurs, un moyen, une voie de sortie de l'exclusion parfois, mais c'est complètement différent. Ça peut être compliqué. Voilà. Asma et ensuite vous. Mot de clôture, c'est ça? Mot de clôture, oui. Donc, brièvement, en tant que structure d'accompagnement, nous, en fait, on est là pour aider, on est là pour encourager ces diasporas africaines pour, en fait, créer des projets dans leur pays d'origine. Il y a énormément d'opportunités et il faut les saisir. Il faut les saisir. Monsieur Thierry, votre mot de fin? Oui, juste pour répondre un peu, je vais évoquer 2 points là. Il faut quand même que je crois que la question de confiance entre la diaspora et le gouvernement est vraiment essentielle. Et le deuxième point que je voudrais quand même évoquer, c'est cette question d'interlocuteur. Parce que
nous rencontrons des problèmes à propos de qui est l'interlocuteur de notre diaspora. Donc, les diasporas, pour le moment, je parle de la diaspora malgache, n'a pas encore une structure fêtière. Merci. Merci beaucoup. Merci à ceux qui sont restés. Vous aurez remarqué qu'on a tenu dans les temps, malgré les inquiétudes. Merci encore à nos panélistes et passez une bonne fin de journée.